moi ça change tout le temps. Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr. Key et aujourd'hui nous poursuivons notre plongée dans les ténèbres avec le 3e volume des aventures du maître de la guerre du temps, à savoir Rage of the Time Lords. Sorti le 3 juin 2019, ce coffret, réalisé par Scott Hancock, est composé de 4 épisodes qui sont The Survivor par Tim Foley, The Coney Island Chameleon par David Llewellyn, The Missing Link par Tim Foley et Darkness and Light par David Llewellyn. On attaque avec The Survivor. L'action prend place en 1940 dans un petit village en Angleterre. Une jeune croyante dénommée Alice Pritchard tente de faire au mieux là où elle se trouve pour l'effort de guerre. Elle aime en secret Neville, le fils du boucher, elle prie et s'occupe de bien des travaux manuels. Sa vie se retrouve progressivement pourrie quand sa supérieure lui demande de s'occuper de sa fille Anna, une jeune adulte gâtée qui a toujours vécu à Londres et a été contrainte de quitter sa vie de mondanité sur une décision de son père. La donzelle est infecte, se moque ouvertement de la grande taille d'Alice et de son manque de grâce. Alice, énervée, se rend à l'église pour prier et c'est alors que le révérend Magister l'interroge sur sa colère, sur sa volonté de faire plus pour l'effort de guerre. Il lui remet alors d'étranges cristaux qu'il qualifie de shrapnel tombés lors de combats célestes et lui dit que grâce à eux, elle pourra imposer sa volonté à la réalité. Le révérend lui demande de réassembler un vase brisé et en se concentrant, elle y parvient. Mais elle prend peur et quitte l'église. Anna, qui s'est tapée Neville, va continuer de se comporter comme une fille populaire dans un lycée américain avec Alice et celle-ci découvre avec surprise que sa rage se transmet de façon concrète dans la réalité. La porte de la grange du village qu'Alice avait réparée en utilisant sa volonté et les cristaux va finir en plus piteux état qu'elle ne l'était auparavant sous le coup de la colère et aussi tous les poulets du village vont mourir d'un coup. Le révérend de son côté va commencer à sous-entendre à droite, à gauche que les filles ne seraient peut-être pas si fiables que ça. Et quand Alice va revenir le voir, il va lui dire qu'il est en contact avec les hautes autorités de ce pays et qu'Anna est en vérité une espionne qui travaille pour le compte de l'Allemagne. Et que par conséquent, elle doit être réduite au silence. Et lors d'une énième dispute, Alice va faire une vador à Anna et va lui broyer la gorge, la laissant toujours consciente, mais dans l'incapacité totale de parler. Suite à l'incident, Alice retourne voir le révérend, qui va lui révéler que son église est en vérité un vaisseau spatial, à savoir son TARDIS, et il souhaiterait l'emmener avec elle. Mais Alice, terrifiée une fois de plus et complètement déboussolée, refuse de venir avec lui. Le révérend va alors avoir la bonne idée, après avoir insidieusement sous-entendu que l'une des filles pourrait être une espionne, de retourner tout le village contre Alice, en faisant l'espionne qui aurait injustement attaqué la pauvre Anna. Et c'est alors qu'une parodie de procès va être mise en place contre Alice. Le révérend a alors la charge de jouer l'accusation et il va faire venir à la barre des témoins celle qui se présente comme étant la tante d'Alice et qui va révéler la véritable origine de la petite qui en fait est une extraterrestre qui a été déposée sur le sol anglais il y a des années et que la tante a recueilli, s'en est occupée comme en vérité de sa propre fille et l'a appelée Alice. Sauf que le maître va réinterpréter ces faits en disant qu'en réalité, pendant la Première Guerre mondiale, c'est un espion allemand qui s'est craché ici et qui lui a fait un enfant. Et que donc, elle est susceptible génétiquement d'être une espionne, elle est germanique. C'est horrible. Ne trouvant du soutien absolument nulle part et la sentence s'approchant dangereusement d'elle, Alice entre dans une colère monstrueuse et un incendie se déclenche alors par sa volonté dans le village. Mais à ce moment, le temps se fige, le révérend marche vers elle et l'amène hors du village et lui fait la révélation sur son origine, à savoir qu'elle est une chronopsychique et qu'elle a transposé depuis 20 ans dans le passé un incendie qui avait eu lieu là, ici, pour faire cramer le village. La particularité des chronopsychiques est qu'ils sont pratiquement tous éteints. Mais le maître prétend avoir connu les potentiels parents d'Alice, lui dit qu'ils sont morts dans un conflit qui les dépasse et veut demander l'aide d'Alice pour justement l'aider à mettre un terme à ce conflit qui ravage la galaxie et qui aurait emporté ses parents. Étant toujours pleine d'incertitudes, mais voulant toujours aider pour un effort de guerre et en apprendre plus sur son passé, Alice accepte de suivre le révérend, le maître, dans son TARDIS. Après ces événements, on enchaîne avec The Coney Island Chameleon.
Giuseppe Sabatini est le dirigeant d'un cirque de freak show sur Coney Island à New York en 1890. Lui assume le rôle de l'homme le plus fort du monde et le clou de son numéro est Esther, princesse panouche de son nom de scène, qui a le pouvoir de changer son apparence en touchant de la matière. Sa main touche du velours, sa peau devient du velours. Pareil pour la brique, etc. Seulement, financièrement, il galère énormément et l'hiver n'est pas une bonne saison pour ses affaires. Un homme d'affaires, justement, nommé T.S. Meredith, anagramme de The Master, quelle originalité, lui propose de lui acheter Esther pour $2000 de l'époque, à savoir plus de 65 000 $ d'aujourd'hui. Sabatini prend une journée pour considérer l'affaire, mais même s'ils sont financièrement dans une galère monstrueuse, il se refuse à vendre Esther. Plus tard, l'hôtel dans lequel lui et les siens dorment prend feu. Sabatini parvient à sauver tout le monde des flammes, mais l'homme de main du propriétaire le tient pour responsable des faits. Et alors que Sabatini et l'autre sont seuls et que ça va charcler, T.S. Meredith intervient et l'homme de main s'étrangle lui-même. Meredith menace Sabatini de lui coller le meurtre sur le dos. Après tout, lui n'est qu'un pauvre vieil homme qui n'a rien fait, alors que Sabatini est l'homme le plus fort du monde. Alors, Sabatini et Esther fuient ensemble, alors que Meredith les poursuit en sifflant. Esther et Sabatini s'enfuient dans un train de marchandises mais sont bien embêtés quand T.S. Meredith surgit d'on ne sait où et se faisant passer pour un inspecteur de police, fait arrêter et fouiller le train. Mais nos héros sont sauvés par les talents de caméléon d'Esther. Ils quittent leur wagon et se retrouvent dans des marécages alentours et sont alors attaqués par un alligator que Sabatini parvient à tuer à main nue. Mais Meredith est toujours pas loin et siffle toujours après eux. Continuant leur escapade et leur fuite, ils finissent par débarquer dans un bled et tomber sur Geneviève, une amie de Sabatini qui propose de les héberger et de les cacher. C'est alors qu'on va apprendre que Esther n'est pas humaine bien évidemment, mais vient de la planète Krios et est arrivée sur Terre quand elle était petite, un peu comme Alice dans l'épisode précédent. Sur ces entrefaits, T.S. Meredith arrive et enlève Esther après avoir menacé de tuer Geneviève. Avant de disparaître dans son Tardis, il précise qu'ils ont un bateau à prendre. Ça laisse suffisamment d'indices à Geneviève et à Sabatini pour se lancer à la poursuite du maître qui s'est dématérialisé et arriver à un port où un seul navire privé a été appareillé et est en train de voguer sur le Mississippi. Sabatini parvient à monter à bord et alors qu'il se jette sur Meredith, il est alors prisonnier d'un champ de force et là, plot twist, Meredith souhaite obtenir Sabatini depuis le début et lui a fait passer toute une série de tests plus improbables les uns que les autres. Et il est intéressé par Sabatini car il est effectivement un des hommes les plus forts du monde et est un être humain génétiquement unique, contrairement à Esther qui certes est tout à fait exceptionnelle, mais les propriétés physiques qu'elle possède sont très communes sur le monde de Krios. Et ainsi, il repart avec Sabatini en laissant tout un tas de biens à Esther et en lui disant qu'elle est à présent maîtresse de son propre destin. Nous arrivons au troisième épisode qui est The Missing Link. Dans un complexe scientifique sur la planète Xenotopia située en bordure de l'univers, le maître arrive sur les lieux, attendu par Mandrake, son chef de la sécurité, et le professeur Silver, une de ses scientifiques. Il leur rapporte un nouveau sujet unique à ajouter à la ménagerie qu'il s'est constituée et dont il faudra isoler le code génétique comme tous les autres sujets. Le nouveau sujet justement en question, Stéphane, est un métamorphe qui se transforme en chat géant et qui était chanteur d'opéra, et le maître adore écouter son horrible performance. Le maître gère ses équipes, et après avoir expliqué à Mandrake que ses recherches étaient en lien avec la guerre de son peuple, il s'en va voir Alice Pritchard, son tout premier sujet. Elle, qui est enfermée, a vu ses pouvoirs augmenter, et alors que le maître lui dit à quel point elle est chanceuse car bien des sujets sont morts depuis longtemps, Alice pénètre dans l'esprit du maître, sans sa peur, celle qu'il éprouve envers la guerre, qu'il semble fuir, mais aussi celle qu'il éprouve envers un être qui lui est très similaire, qu'il fut il y a longtemps son ami. En ayant assez, le maître la fait gazer, et alors qu'elle se réveille sur la table d'opération, elle déchaîne ses pouvoirs et fuit, mais est prise en chasse. En pensant très fort à l'aide, quelqu'un la rejoint, et ce quelqu'un a d'ailleurs pas mal de mal à passer une porte avec son tournevis sonique. La franchissant à grands coups de pied, l'individu se présente comme étant le docteur, et il invite Alice à fuir avec lui.
Mandrake a immobilisé le Tardis du docteur dès que celui-ci en est sorti, contraignant nos héros à fuir par la ventilation en espérant pouvoir trouver plus tard un terminal d'information histoire de se repérer dans tout ce merdier. Le maître, de son côté, depuis son bureau, observe et entend le docteur qui se fait la réflexion qu'il devrait faire des vlogs sur toutes les ventilations qu'il explore et il ordonne alors à Mandrake de lâcher Stéphane à la poursuite du docteur et de Alice. Stéphane est bien évidemment à réveiller dans son aspect de chat-garou, je vais pas pouvoir le dire autrement, et il va se mettre à courser le docteur et Alice. Seulement à un moment, une ventilation lâche, il tombe dans une salle confinée, parce que absolument tout a été verrouillé, mais les occupants, personnels du maître du coup, se font tout de même massacrer, tandis que le maître, lui, de son côté, a rejoint la salle des barrières. Le docteur, de son côté, devient très distrait pour une raison quelconque, mais il demande de faire un contact avec Alice pour essayer de localiser psychiquement la position de leur adversaire dans le bâtiment. Je tiens à préciser aussi que Alice ne sait pas le nom du révérend magister. Elle ne sait pas qu'il s'appelle le maître et du coup elle peut pas le dire au docteur qui du coup, d'après la description qu'en a donnée Alice, pense à 23 adversaires potentiels. Stéphane finit par leur tomber dessus mais Alice avec ses pouvoirs parvient à le calmer. En utilisant un micro, le maître enjoint le docteur et Alice à venir le rejoindre. Et le docteur, qui est de plus en plus distrait, manque une chaise en tentant de s'asseoir. Le maître explique alors que c'est la présence de l'esprit d'Alice qui a cet effet néfaste sur le docteur et qu'il est très content de l'avoir maintenant à sa disposition. Alice va pour tuer le maître, mais celui-ci l'abat à grands coups de tournevis, laser, puis emmène le docteur sur la table d'opération. Le maître s'est servi d'Alice pour pouvoir attirer le docteur jusqu'ici, et le maître en avait désespérément besoin. Le docteur est son chaînon manquant pour son projet. Il avait besoin d'un seigneur du temps qui a été exposé au vortex temporel comme nul autre de ses semblables. Celui-ci, qui était tombé inconscient, se réveille et découvre avec horreur qu'il est face au maître et que celui-ci est en train d'opérer sur son cerveau tout en écoutant l'abominable musique de Stéphane. Enfin, nous attaquons la dernière partie de cette histoire qui est Darkness and Light. Le maître peut enfin exécuter la phase finale de son plan. À travers le temps et l'espace, il a rassemblé 524 êtres aux propriétés génétiques exceptionnelles pour leur race et a combiné leurs codes pour créer son arme ultime qu'il baptise la rage. Alors que cette chose se développe rapidement, le maître vient voir le docteur et tandis qu'il le transfère dans la cellule la plus sécurisée de son complexe, il lui explique qu'il a créé la rage pour vaincre les Daleks, dominer la galaxie et qu'il a massacré la première civilisation de Xenotopia à l'aube de l'univers pour y bâtir son complexe et tirer l'énergie noire directement après le Big Bang, qui alimente la rage. Plus tôt, le maître a ordonné à Mandrake de diriger la majorité de l'énergie de la station dans la barrière qui entoure la rage, mais cette énergie faiblit alors que Krantz et Stern, deux employés, décident de fuir après l'incident avec Stéphane. Pour ouvrir la porte du hangar, ils redérivent une partie de l'énergie vers le spatioport. Seulement, cela affaiblit la barrière, et alors que Mandrake, qui est en fait un agent de la CIA sous couverture, va pour tenter de transférer la rage ailleurs pour la ramener sur Gallifrey, elle se libère et massacre tout le monde sur son passage. Le maître semble complètement être dépassé par la situation et alors débarque là où il se trouve le docteur. Le maître le traite d'idiot, se demandant comment il a pu arriver ici, par la ventilation bien sûr, et lui dit qu'il était parfaitement en sécurité dans sa cellule, vers laquelle nos personnages vont décider de retourner pour essayer de se mettre à l'abri. Et de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix car ils supposent que leurs TARDIS ont été détruits dans le carnage qu'a provoqué la rage. Se baladant dans la ventilation, nos personnages vont chacun vivre une situation différente en étant ensemble. Le maître va se voir se paumer avec le docteur et ne plus savoir où ils sont, tandis que le docteur va vivre une situation où il sauve le maître d'une attaque de la rage. Et c'est drôle parce qu'en fait c'est le docteur qui réveille le maître d'une pseudo-inconscience en lui mettant une gifle. Mais après avoir discuté, il tombe sur Stern qui aurait survécu à l'attaque de la rage et il se ferait un chemin jusqu'au canalisateur de l'énergie noire. Là, le maître comprend, en exposant un début de plan pour tenter de ne pas tuer, mais d'apprivoiser la rage en réduisant son alimentation à l'énergie noire, que Stern n'est pas Stern.
que Stern est mort et que c'est en réalité une projection tridimensionnelle que la rage a créée pour pouvoir les suivre et les observer. Et ils vont se débarrasser de cette projection en utilisant leur tournevis sonique et laser. Nos héros vont alors tomber sur Priya, qui est la seule survivante du génocide de Xenotopia que le maître a gardé pour le plaisir. Et grâce à sa connaissance des ruines de l'ancienne cité, au travers des égouts, ils vont se frayer un chemin, depuis les sous-sols du coup, jusqu'à la salle de contrôle de l'énergie noire. Et c'est alors que le maître va piéger le docteur dans un pod. Car le maître avait en réalité prévu tout ce qui se passerait jusqu'à cet instant, voulant se servir de l'esprit du docteur pour le connecter à celui de la rage, ce qu'il fait en ce moment même, pour pouvoir commencer à l'apprivoiser. Seulement, les pouvoirs de la rage dépassent ce qu'avait prévu le maître, elle qui avait fini à l'intérieur d'un pod comme le docteur, sous la forme de Priya, parce que évidemment la vraie Priya est malheureusement portée disparue dans les souterrains pendant leur projection, va se décaler dans le temps pour revenir au centre opératoire à côté du maître, le forcer à rentrer dans un pod pour fusionner son esprit avec celui du docteur et avec le sien. Se retrouvant à l'intérieur de l'esprit de la rage, le maître semble terrifié, alors que le docteur semble davantage résigné. Il y aurait une possibilité de faire terminer toute cette chose, à savoir que les deux esprits se relâchent, acceptent de partir avec la rage, mais alimentant alors la créature avec leurs émotions, leur bonté, leur colère et autres. C'est ce qu'ils vont décider de faire en se disant adieu. Et alors, la rage va prendre conscience de la futilité de son existence après une crise existentialiste, et plutôt que de détruire l'univers, va décider de se détruire elle-même. Étant un peu secoué, le docteur se réveille et le maître, alors par la radio, l'apostrophe. Celui-ci s'est réveillé plus tôt et a profité d'une longueur d'avance pour se casser en Tardis. Car oui, leurs Tardis n'ont pas été détruits, il dit au docteur que le sien est justement à côté, mais le docteur avertit le maître qu'il le traquera pour ce qu'il a commis ici, qui était absolument abominable. Mais le maître prévient le docteur qu'il n'en aura malheureusement jamais la capacité, car une petite bombe à impulsion électromagnétique a été placée dans le cerveau du docteur pendant qu'il l'opérait, et le dispositif, quand il explosera, ôtera de l'esprit du docteur toute mémoire de ce qu'il s'est passé ici, comprenant aussi leur rencontre. Hurlant de rage et d'impuissance, la mémoire des récents événements est effacée de l'esprit du docteur, tandis que le maître continue sa fuite, dernier témoin de son abominable échec. Dans l'épisode Darkness and Light, les personnages de Krantz et Stern faisaient partie intégrante du plan du maître qui comptait sur leur maladresse pour amener la rage à se libérer. Leurs noms sont des références directes à Rosencrantz et Guildenstern, deux amis et confidents du prince Hamlet dans la pièce éponyme de Shakespeare. Ces personnages ont été l'objet d'autres pièces comiques et absurdes de William Schwenk, Gilbert et Tom Stoppard. Pour réaliser son projet, le maître a déployé des moyens colossaux et il confie au docteur que la rage est le projet de sa vie, de plusieurs de ses vies en l'occurrence. Son entreprise a probablement commencé après sa résurrection et peut donc concerner ces trois incarnations. Comme vous l'aurez remarqué, dans l'épisode The Survivor, le maître utilise son nom de Magister, ce qui renvoie bien sûr à l'épisode The Demon avec le troisième docteur où le maître, toujours habillé pour l'occasion, utilisait ce pseudo complètement pourri tout en passant son temps à crier « Azal !» ce qui n'a rien à voir avec Claire Chazal. Quoique... Aussi, tôt dans la production, l'idée de base concernant ce coffret était de voir l'action se dérouler vers 1660 et de voir le maître endosser le rôle d'un chasseur de sorcières, probablement au service du roi Charles II, et le 8ème docteur aurait été impliqué dès le premier épisode, car il aurait été l'astronome du roi. Mais BBC Wales a posé son veto sur cet épisode, car pour la saison 11, était prévu l'épisode The Witchfinder, qui avait un cadre similaire mais une histoire complètement différente. Et oui, comme vous sans doute, je suis déçu de ne pas pouvoir entendre le maître dans un rôle aussi abominable que celui de chasseur de sorcières et qui lui aurait très bien été. Et je trouve ça quand même assez hallucinant que la BBC ait mis son veto sur une telle idée parce qu'il faisait The Witchfinder d'un côté. Parce que finalement, même si les histoires avaient eu un cadre similaire, absolument tout le monde s'en serait branlé de ça, en fait. C'est pas comme si Big Finish et BBC étaient en concurrence, que je sache. Non ?
Finalement, c'est pas plus mal parce que cette censure aura quand même permis à Big Finish de développer une histoire vachement plus intéressante et d'utiliser toute la paranoïa liée à l'époque obscure de la sorcellerie d'une autre façon. Car oui, que ce soit avec la sorcellerie, avec la période de la terreur ou pendant la Seconde Guerre mondiale, il est très facile pour une personne d'en accuser une autre d'être une sorcière, d'être un royaliste ou d'être un collabo ou un nazi, quand vous êtes sûr que, en tant qu'accusé, le contexte vous donnera raison dans 90% des cas. The Survivor était une très bonne introduction, le maître y est très manipulateur comme à son habitude, mais finalement on se rend compte qu'il n'a pas tant de choses à faire que ça pour atteindre son objectif. Une ou deux accusations par-ci par-là, un moment il met un faux journal pour constituer de fausses preuves, mais c'est tellement absurde, il y aurait eu qu'à comparer l'écriture pour se rendre compte que c'était pas la même chose, mais plus c'est gros et plus ça passe dans ce contexte-là, c'est assez terrible en fait. Et c'est d'ailleurs intéressant de se rendre compte que c'est finalement un grand coup de vérité qu'il va obtenir ce qu'il veut, à savoir qu'Alice le suive sur le fait qu'il sache véritablement ce qu'elle est, une chronopsychique. Et d'ailleurs je me demande si le chronopsychique n'est pas un dérivé du chronovore, une espèce quasi divine qui vit dans le vortex et qu'on avait déjà vu justement dans l'épisode The Time Monster avec le maître de Roger Delgado et le docteur de John Pertwee. L'épisode suivant, The Coney Island Chameleon, de ce que j'ai pu en glaner sur internet, a laissé quelques personnes sceptiques sur le fait qu'ils trouvaient le twist un peu trop gros et abusé pour passer, sur le fait que ce soit surprenant que tout ceci n'ait finalement été qu'un test pour pouvoir capturer Sabatini. Et je comprends la chose, quelque part ça se joue un peu sur la suspension consentie de l'incrédulité. Genre bon, pour l'incendie ok, mais pour l'alligator sérieusement, il était sûr qu'il se ferait attaquer par un alligator dans un marais, il était vraiment sûr que Sabatini le courserait jusqu'à un navire pour pouvoir récupérer Esther. Mais finalement, c'est pas si surprenant que ça quand on prend en considération le fait que à n'importe quel moment, le maître aurait pu capturer Esther. Il n'y a rien qui l'en empêchait, finalement. Et de plus, oui, c'est logique, l'incendie, c'est le maître en fait qui le provoque. Hein. Et puis, quand on poursuit des gens et qu'ils se retrouvent de nuit dans une zone marécageuse, vu la situation géographique où ils sont, il y avait quand même beaucoup de chances pour que nos personnages tombent nez à nez avec un alligator. Et de toute façon, si ça n'avait pas été le cas, je suis sûr que T.S. Marif leur en aurait balancé un dessus. Et aussi, ça devient très logique à la fin que le maître s'empare de Sabatini et pas de Esther, sinon ça aurait fait doublon avec l'histoire précédente, avec le maître qui vient chercher ailleurs des spécimens venus d'autres mondes, autre que leur monde d'origine, mais finalement Sabatini est véritablement l'homme le plus fort du monde. Il a des propriétés physiques et génétiques uniques pour l'espèce humaine, contrairement à Esther qui a beau être un être exceptionnel, mais ses propriétés physiques sont très communes sur Krios. Pour ce qui est du final en deux parties, The Missing Link, je dois admettre que je l'ai énormément apprécié. C'est curieux dans un premier temps d'entendre le maître être si attentionné vis-à-vis de son personnel. Bon, bien évidemment, comme vous vous en doutez, il ne sera gentil avec eux que jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur tâche. Et puis après, bon, on peut les tuer, on s'en fout. Évidemment, l'histoire va finir par se centrer énormément sur la relation entre le docteur et le maître, et à ce moment-là, justement, le maître a passé la manipulation à un tout autre niveau. Il est un véritable marionnettiste de toute l'action qui prend place sur Xenotopia, ce qui inclut le docteur. Donc c'est là aussi qu'on se rend bien compte que ce qu'il a fait dans The Coney Island Chameleon, c'était du gâteau à côté de ce qu'il est en train de faire, qui est encore plus abusé. Les interactions entre les deux personnages sont effectivement assez drôles, et pour votre plaisir, je vais vous mettre l'extrait de la claque. Something strange is going on. You don't say. Wake up. Hey, what's that? Nothing. I heard a voice. Wasn't me. You've got to wake up. There it is again. That voice. You must be hearing things. It sounded just like you. Come on. What is this? Wake up. Wake up. You slapped me. I didn't know what else to do. You were unconscious. On sent que ces personnages adorent se détester.
Leur relation étant au centre, il y a évidemment toute la bonne vieille dualité autour du bien et du mal, avec la lumière qui a sa part d'ombre et les ténèbres qui ont leur insignifiante part de lumière. On s'est retranscrit au travers des émotions, l'amour, l'espoir, la colère, la haine, toutes ces émotions qui vont finalement venir alimenter la rage et vont faire en sorte qu'elle arrive à la conclusion qu'il vaut mieux qu'elle se détruise elle-même plutôt qu'elle ne vienne détruire l'univers. Et d'ailleurs, c'est particulièrement touchant d'entendre le docteur et le maître se faire leurs adieux. Et je vais aussi vous laisser cette séquence-là parce qu'elle est très belle. I cannot surrender my soul. But you still have one. So together we can do this. We are the perfect combination, don't you see? The right balance of darkness and light. But how? Simply let go. Let the rage take everything. We almost certainly will survive this. But what a way to go. Goodbye, old friend. Goodbye, Doctor. Aussi, à la fin de l'épisode, la mémoire du docteur finit par être effacée parce qu'il n'est pas censé connaître le maître sous ce physique avant ce qu'il s'est passé à Utopia. Et c'est là que je vais vous dire qu'on n'en a pas spécialement grand-chose à foutre qu'il se rencontre à ce moment-là. Sous cette apparence, le 10e docteur ne rencontre pas le maître de la guerre, mais le professeur Yana, un humain, et le docteur sait très bien qu'il est possible pour un seigneur du temps d'avoir le même visage que quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, car après tout, lui-même, pour sa 6e incarnation, avait pris le visage du commandant Maxil dans The Ark of Infinity. De plus, le docteur est persuadé d'être le dernier seigneur du temps, donc ça n'aurait pas changé grand-chose en fait, même si Yana a exactement le même visage que le maître de la guerre parce que c'est la même personne, le docteur n'aurait pas eu de raison de le soupçonner à ce moment. Et c'est une chose dont ils se sont probablement rendus compte chez Big Finish car il va y avoir une autre confrontation entre le maître et le 8e docteur et celle-ci, dans la chronologie des aventures que nous sommes en train d'étudier, se passe après l'affrontement de Darkness and Light. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur Rage of the Time Lord. J'espère que vous aurez apprécié l'intervention d'un nouveau membre dans l'équipe, enfin un nouveau ancien membre dans l'équipe avec lequel on faisait des conneries sur l'ancienne chaîne. Je me disais qu'il était important de l'inclure et même d'inclure sa séquence pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a beaucoup d'anecdotes que j'aimerais pouvoir sortir, mais que finalement je ne trouve pas le temps ni l'occasion de les caler. Et je trouve que ça fait une petite pause dans mon intervention entre le résumé et l'analyse et des épisodes, donc finalement c'est pas plus mal, j'espère que vous appréciez. J'espère aussi que ces nouvelles aventures du maître vous auront plu, et nous continuerons évidemment d'explorer celle-ci dans les temps qui vont venir. Mais avant, déjà j'ai prévu quelque chose de sympathique pour vous pour Halloween, qui inclut un docteur assez colérique avec un auteur connu pour être un gros raciste. Vous allez adorer. Mais bref, d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.